Pourquoi il faudrait regarder Angela 15 ans? Pourquoi il faudrait regarder l'étoffe des héros? Pourquoi il faudrait regarder l'échelle de Jacob? Pas de surprise, la célèbre licence de jeu de foot Pro Evolution Soccer aura bien droit à un nouvel épisode prévu pour cette fin d'année. PES 2012 sera, selon les développeurs, bien meilleur que l'an dernier. Bien sûr, ce n'est pas ce qu'ils nous répètent à chaque nouvelle suite annoncée. Au programme cette année, une IA plus performante, une gestion de groupe améliorée, la possibilité de contrôler chaque joueur à tout moment et un système de passe personnalisable. On attendra les premières vidéos de gameplay avant de s'enflammer, la licence japonaise ayant perdu pas mal de terrain face à son concurrent FIFA depuis quelques années. C'est demain que débute la nouvelle édition de l'Épitanime. Du 20 au 22 mai, ce festival se déroulant en région parisienne au Kremlin-Bicêtre accueillera les milliers de visiteurs désireux de se divertir dans une convention old school, avec son ambiance à l'ancienne et ses mythiques nocturnes. Et tout comme l'année dernière, No Life sera évidemment présent en tant que partenaire de l'événement. Au programme, des animations axées autour du jeu vidéo, du cosplay, du manga et de l'animation, avec de nombreux invités comme le groupe Galaxy 7 assurant le concert d'ouverture, le sémillant Davy ou encore Monsieur Marcus. N'hésitez pas à passer nous voir sur le stand. Pour plus d'informations sur les tarifs et les moyens d'accès, n'hésitez pas à consulter le site de l'événement. Et on termine ces news avec un petit trailer de lancement consacré à MX vs ATVE Live, la simulation de quad et motocross de THQ. Pour savoir si le jeu est aussi enthousiasmant que son teaser, rendez-vous d'ici quelques jours pour la critique dans 101%. Alors juste avant de regarder l'interview de Olivier, j'ai oublié son nom, excusez-moi, Leonardi, donc qui est le directeur artistique ou créatif de Brinks. C'est une petite interview qui a été concoctée par Thierry. Je vais me permettre de vous expliquer pourquoi il faut regarder Angela 15 ans, autant pour moi, donc à savoir My So Called Life en anglais. Déjà parce que c'est une super série qui a annoncé plein de choses en son temps et qu'elle n'a pas marché aux États-Unis, et ça nous rappelle Twin Peaks, et c'est bien, pour commencer. Ensuite, parce qu'il y a Claire Danes et Jared Leto, et que c'était quand même une sacrée découverte. Encore un truc vraiment génial, c'est qu'il y a quand même un groupe dedans qui s'appelle les Frozen Embryons, et que rien que pour ça, ça donne envie. Et encore un autre truc, c'est qu'il y a des super chansons. I called her and she's my shelter from the storm. Et surtout vous les jeunes hommes, les jeunes hommes qui nous regardaient là, hein, eh ben faites comme Jared Leto, à savoir fermez les yeux, adossez-vous contre un mur, regardez un peu en l'air et vous gagnez plus 10 000 en charisme pour les filles. Et ça c'est important. Je vous propose maintenant, après cette démonstration brillante de ma part, de regarder l'interview. Dit-il en se déhanchant. Ah, je me déhanche toujours. Brink est un FPS empruntant tout autant aux précédentes productions du studio londonien Splash Damage comme Wolfenstein Enemy Territory qu'à des jeux plus récents tels que Mirror's Edge de DICE. Doté d'une direction artistique forte, ce jeu édité par Bethesda entend bien bousculer quelque peu le FPS pour le doter d'un gameplay et d'un contexte aussi original que possible. Pour nous parler de son développement, nous avons reçu à No Life son directeur artistique, Olivier Leonardi, qui possède déjà un CV conséquent dans le milieu du jeu vidéo. Après plusieurs expériences en France, il part à Montréal pour rejoindre Ubisoft, où il travaillera sur Myst 4, Prince of Persia les Deux Royaumes ou encore Rainbow Six Vegas. Olivier travaille ensuite quelque temps pour Electronic Arts sur la suite de Black, un projet qui ne verra finalement jamais le jour, avant d'être rapidement contacté et recruté par Splash Damage en mars 2008. Il commence immédiatement à travailler sur Brink, qui en est alors au tout début de son développement, avec un contexte et une histoire que va nous résumer Olivier. L'histoire de Brink, c'est l'histoire de cette île artificielle qui a été créée pour à peu près accueillir 5000 personnes et qui, dû au réchauffement climatique et à la fonte des glaces, fait qu'on a un afflux constant de réfugiés qui viennent de tous les continents,
qui vont en fait faire augmenter le nombre d'habitants sur l'île. On arrive à 50 000 et l'île est absolument invivable. Les fondateurs de l'île sont obligés de créer un espèce de mur infranchissable qui en gros empêche les réfugiés de venir du côté, on va dire, clean de l'arc. Les fondateurs, ils se sont créés une espèce de vie de luxe complètement isolée du reste du monde. Et les troupes de sécurité qu'on voit dans le jeu sont en gros les troupes qui protègent les fondateurs de l'afflux constant de réfugiés. Et donc il y a une partie qui vit dans le luxe et une partie qui vit dans la pauvreté la plus absolue, où ils sont obligés de récupérer tout ce qu'ils peuvent, qui est en gros jeté par les riches. Ils recyclent un maximum de choses, ils recyclent même les emplacements qu'on peut voir dans Brink, comme la première map qui s'appelle Container City, c'est simplement des containers qui ont été transformés en habitation. En tant que directeur artistique, Olivier s'est donc occupé de travailler l'atmosphère, les visuels et les textures du jeu, pour bien retranscrire les caractéristiques de cette île coupée en deux. Il a dû pour cela s'adapter aux particularités inhérentes à la production d'un jeu au sein du studio londonien. Chez Splash Damage, on a une approche de la conception des niveaux assez progressive, c'est-à-dire qu'on a un moteur qui tourne dès la base et les level designers sont capables de construire les niveaux, une espèce de sketch 3D qui sont juste des blocs, des volumes gris, et le jeu est déjà jouable dès le départ. Donc ils peuvent en fait vraiment faire leur réglage, polir le jeu au maximum avant même qu'on ait créé quoi que ce soit en termes de visuel. On a le concept artist qui crée ce qu'on appelle des mood paintings, qui donnent à peu près l'atmosphère de chaque map. Les level designers s'en inspirent et ils commencent en fait à créer leurs niveaux qui sont des niveaux qui en fait respectent des règles de level design, pas nécessairement des règles visuelles. Mais ils ont quand même cette référence. Et ok, ça c'est une map qui va se situer de nuit. On sait qu'on a cet énorme mur qui en fait sépare les deux côtés de la ville. C'est très important pour la narration dans le jeu, mais c'est pas nécessairement important pour le gameplay. Mais ils savent que donc ils vont avoir ce qu'on appelle un choke point à cet endroit de la map. Ils savent qu'ils vont devoir ouvrir des routes secondaires sur les côtés pour qu'on puisse contourner ces choke points. Une fois que le level designer est arrivé à ce stade, les artistes reprennent ce qu'on appelle le block-out de la map et peignent directement par-dessus pour en fait respecter les volumes existants. Ce qui veut dire que ça va accélérer la production artistique parce qu'on sait que la map va ressembler à ça. On a déjà des volumes qui sont en place, on a les emplacements des objectifs principaux, des spawn points, on sait où sont les objectifs secondaires, on sait les routes qui sont importantes, celles qu'il ne faut absolument pas bloquer pour le joueur. Donc on garde un bon équilibre dans la map tout en créant tout l'art qui va être ajouté par-dessus le block-out level design. Cette façon de procéder a bien sûr des avantages évidents, qui ne sont pas pour déplaire à Olivier. Donc cette approche progressive fait que on crée du visuel sans affecter le côté gameplay du jeu. Et ça c'est très important parce que ça évite de devoir refaire complètement certaines parties de la map parce qu'on se rend compte pendant les playtests que la map est injouable et complètement déséquilibrée. Une faction va perdre systématiquement parce que la map n'a pas été équilibrée, mais c'est jamais... On n'a pas eu de situation où on s'est retrouvé devant un problème. Ok, il va falloir qu'on refasse toute une section de cette map parce qu'elle a mal été pensée dès le début. Elle a été bien pensée parce que les level designers ont constamment, par itération, joué au jeu en réseau. Brink utilise la technologie eTech 4, qui est donc celle qui est la précédente à celle qui est utilisée dans Rage, et qui tourne en réseau aussi. Donc les situations de jeu ont pu être testées dès le début du projet. Splash Damage n'en est pas à son premier jeu et a déjà fait ses preuves dans le genre FPS, ce qui a facilité le travail et l'intégration d'Olivier Leonardi. J'ai été surpris par la liberté que j'ai eue de pouvoir créer exactement ce que je voulais en termes de visuel. Mais je connaissais leur passé en tant que développeur de jeux PC qui s'adressait à un auditoire assez hardcore, on va dire. Clavier-souris, impossible de mettre quelqu'un au pad chez Splash Damage. Et donc je connaissais le passé Splash Damage dans ce sens. Mais en gros, le premier défi avec Brink, c'était ok, comment est-ce que Splash Damage va être capable de transférer cette connaissance du jeu PC à un multiplateforme PS3, Xbox 360 et PC, donc avec un changement total des commandes sur un pad par rapport à ce qui a été fait précédemment sur un PC. Il faut se rappeler que Quake Wars arrivait
à mapper l'intégralité du clavier PC avec des commandes. C'était tellement complexe que l'intégralité du clavier donc était mappée avec toutes les commandes pour toutes les classes qui étaient présentes dans le jeu. Donc il fallait réduire ça à ce qui existe sur un pad de console. On imagine donc que des sacrifices ont dû être faits sur le gameplay pour finalement faire tourner le jeu sur PS3 et Xbox 360, et ainsi toucher un plus large public tout aussi friand de FPS. Du coup, une certaine frustration a pu se faire sentir au sein de Splash Damage. C'était pas une frustration, c'était plutôt un gros challenge pour tout le monde. Évidemment, il y a ce qu'on appelle les die-hard PC players qui évidemment ont toujours dit que moi je ne jouerai jamais à un FPS sur console, donc c'est leur avis, ils ont toujours joué à ça, et puis des puristes il y en a partout, donc, mais la plupart de l'équipe après c'est vraiment comme un vrai défi, et puis je pense qu'on est arrivé à quelque chose de solide, et le jeu est vraiment intéressant à jouer avec un pad. Moi je suis plutôt un joueur PS-PC aussi, mais j'ai jamais eu aucune difficulté à jouer à Brink sur une console. Brink intègre ainsi le Smart, un système qui permet aux joueurs de naviguer aisément dans les environnements en se jouant des obstacles de la plus acrobatique des façons. Mais Splash Damage a très tôt cherché à distinguer son jeu par le biais d'une direction artistique refusant certaines conventions du genre FPS. On est dans un marché qui est complètement inondé de FPS. Donc FPS avec les mêmes thèmes, c'est souvent la guerre, troupes militaires, équipement militaire, et un théâtre d'opération qui est militaire aussi. On a eu la chance dans Brink d'avoir donc un setting complètement différent, et je pense que c'était le moment d'approcher la direction artistique de façon aussi complètement différente. Il faut se rappeler, Splash Damage, petit studio qui arrive sur une scène qui est déjà sursaturée de shooters. Il fallait qu'on commence par se démarquer visuellement du reste, et avant qu'on diffuse aucune vidéo de gameplay, on a diffusé des screenshots du jeu. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à voir la réaction des futurs joueurs, et des gens qui disaient « Ok, c'est un petit peu différent, ça m'intéresse, je vais continuer à suivre ce jeu et avoir l'information. » Donc c'était un de nos premiers buts. Et moi, personnellement, j'ai toujours une approche qui dit « Ok, je vois pas pourquoi je voudrais faire du photoréalisme quand je peux avoir un style bien défini. » Donc ça comporte ses risques, parce qu'évidemment, ça commence par diviser, il y a du débat, mais en même temps le débat c'est bien parce que ça fait les gens commencent à discuter du jeu. Des choix assez radicaux ont logiquement été faits pour distinguer Brink de la concurrence. Les campagnes solo du jeu misent finalement assez peu sur l'histoire pour proposer une campagne multi avec des bots et un système d'objectifs dynamique. Une décision justifiée par Olivier. L'expérience de Brink, c'est exactement la même expérience qu'elle soit jouée en solo ou en multijoueur. Ce qui fait qu'effectivement ça apporte quelques restrictions. Ça veut dire des cinématiques pas trop longues, parce que quelqu'un qui va revoir la même cinématique 20 fois parce qu'il aime tellement cette map qu'il va la rejouer 20 ou peut-être 50 fois, toutes nos cinématiques on peut les interrompre sans problème. Mais ça apporte un petit peu de lourdeur, les gens veulent que le jeu aille très très vite, on veut plonger dans la partie directement. Donc il y a certaines concessions à faire qui effectivement affectent un petit peu le côté campagne solo, narration du jeu. Mais on a quand même une trame narrative dans le jeu, c'est-à-dire que toutes ces cinématiques racontent l'histoire de l'arche, de l'île, et se concentrent un petit peu sur la vie personnelle des soldats qui vont participer à chaque mission. C'est-à-dire que pendant les écrans de chargement, on a un général ou un commandant qui décrit un petit peu plus le brief de la mission, plus que dans les cinématiques où on s'attarde sur la vie personnelle ou comment est-ce que le conflit affecte les personnages qui vont participer à cette mission. Donc il y a deux niveaux de l'histoire, une qui est concentrée sur la mission, une qui est concentrée sur la grande histoire du conflit, pourquoi c'est arrivé, quelle va être l'issue du conflit à la fin du jeu. Donc on a cet élément narratif, mais effectivement il y a des concessions qui ont été faites pour mettre en avant le gameplay. Donc, on est persuadé chez Splash Damage que le jeu est meilleur quand il est joué ensemble, qu'on a beaucoup plus de sensations et d'émotions quand on joue avec des joueurs humains. Donc tout est fait pour que le joueur soit préparé à faire cette transition vers un jeu multijoueur où il aura l'expérience complète du jeu. On espère donc que ces décisions et partis pris tranchés permettront à Brink de non seulement se distinguer, mais également de convaincre les amateurs de FPS. Une question à laquelle nous aurons une réponse dès lundi prochain dans 101% avec la critique du jeu.
L'échelle de Jacob, c'est un film qui date de 1990 et qui finalement correspond bien à nous, qui sommes d'un âge assez avancé maintenant. Et j'imagine que les nombreux enfants qui nous regardent, ne regardaient pas ce film, mais ne l'ont pas encore vu. Alors je vais vous en parler, je vais vous dire pourquoi il faut regarder. Premièrement, parce que c'est un film d'Adrian Lyne. Et là on se dit, mais Adrian Lyne, on s'en fout, il est un peu chiant. Bah ouais, mais sauf ce film-là. Et du coup, ça donne envie. Hein. Deuxièmement, Maurice Jarre qui fait la musique. Ça aussi, ça donne envie. Troisièmement, il y a Tim Robbins, je crois, hein. Ouais, c'est ça, qui joue dedans et il joue super bien. Quatrièmement, vous allez entendre une chanson que vous connaissez forcément, qui est Voulez-vous coucher avec moi? Et pour une fois, c'est pas utilisé dans une comédie. Ça, c'est pas mal. Cinquièmement, mais oui, parce qu'il y en a plein des raisons pour lesquelles il faut regarder ce film, vous allez voir un effet spécial, qui est repris partout. Ça fait comme ça. Et ça, c'est l'origine de cet effet spécial, et il vient de l'échelle de Jacob. Et sixièmement, parce que j'en ai un, c'est que c'est une vraie tuerie en montage et ça fait partie des films qui m'ont donné envie de faire ce métier. Bam! Et là, je vous dis tout de suite, vous avez qu'à regarder un des 6 et après vous regardez l'échelle de Jacob. Non, après 100%. Voilà. Tu aurais pu parler de Silent Hill aussi. Bah oui, par exemple, l'effet a été repris dans Silent Hill. Ça faisait longtemps que je travaillais sur cette affaire. La petite Jenny était venue me voir parce que son copain avait été retrouvé découpé en rondelles dans le quartier des Docks. Une sale histoire. Boss Bonato, le parrain du coin, avait refusé de me parler. Il m'avait fait éjecter par son golem. Non, c'est pas une image, je parle d'un vrai golem. C'est toujours à peu près comme ça qu'on a l'habitude de voir commencer les films noirs. Mais qu'est-ce qui se passerait si dans ces films une porte des enfers s'était ouverte? Eh bien ça donnerait Hollywood. Haven Harbor, 1949, une ville typique de la côte ouest de notre belle Amérique, qui aurait pu être un vrai petit coin de paradis, s'il n'y avait pas eu tous ces parrains, ces petites frappes, ces vendeurs de drogue, et ces monstres venus tout droit des enfers. Et oui, ma petite dame, comme dans beaucoup d'autres villes, le temps s'est arrêté un beau matin de mars 1942, un jour qu'on appellera plus tard le jour des cendres. Comme si c'était pas déjà assez le grand n'importe quoi dans cette ville, des créatures comme les golems, les séraphins ou les succubes débarquèrent dans notre réalité. Les morts se remirent à marcher et beaucoup crurent que c'était la fin du monde. Mais en fait, non. Les États-Unis sont une terre d'accueil, alors on les a accueillis comme les Irlandais ou les Mexicains avant eux. Des fois qu'on n'aurait pas eu assez de boulot avec la pègre, maintenant on va devoir traiter avec les démons ou pire, ceux qui les dirigent les asservis. Chiennes de vie. Vous incarnez dans Hollywood des tough guys ou des hot chicks, qui peuvent aller du saxophoniste drogué à la prostituée fraîchement émigrée, en passant par le privé ou même l'avocat véreux. Les idées ne manquent pas, et le passé ou la nature de votre personnage importera grandement. Comme dans un film, en fait. Et bien sûr, vous pourrez incarner des êtres plus mystiques, comme les puissants golems, les séduisantes succubes ou les angéliques séraphins. Ce sera à vous de voir si vous voulez pactiser avec les asservis ou au contraire lutter contre leur mainmise sur la ville. Mais gardez à l'esprit que dans Hollywood, on n'obtient rien sans sacrifice. Le système de Hollywood est un système particulier car basé sur le craps, ce jeu de dés américain très prisé à l'époque. Les jets basiques sont appelés shotgun. Il suffit de jeter 2 dés à 6 faces, si le total donne 7 ou 11, c'est un succès. Sur 2, 3 et 12, c'est un échec, et tout le reste des résultats sont neutres, des peut-être, ça pourrait marcher, etc. Ouais, c'est hasardeux, mais avec l'expérience, les possibilités de réussite seront plus élevées. Les tests avec une difficulté sont gérés d'une autre façon. Vous misez des points de votre cave, qui sont tirés de vos caractéristiques, et en fonction des points misés, de la difficulté fixée et de votre réussite ou non sur votre jet, vous réussirez plus ou moins votre action. Si vous échouez trop souvent et que votre cave tombe à 0, vous ne pouvez plus l'utiliser et vous risquez des séquelles physiques ou mentales. Oui, c'est relativement obscur, mais en jeu, ça fonctionne bien. Mais si vous êtes trop dans la mouise, vous pouvez utiliser des fucking bastard points qui permettent de relancer les dés, mais ces derniers vous reviennent toujours dans la tête selon le bon vouloir du maître du jeu. Vous pourrez aussi utiliser la roulette russe, mais cette dernière méthode est à utiliser en dernier recours, car en abuser peut s'avérer fatal pour votre personnage, exactement comme la vraie roulette russe. Un autre élément très important de Hollywood sont les flashbacks. Une fois par séance, un personnage pourra utiliser un flashback pour faire évoluer la narration, les rencontres et les relations avec certains PNJ, etc. Pour conclure, il est évident que Hollywood est un jeu de rôle à ambiance, et que force est de constater que ça marche vraiment bien. Le seul point négatif est le système qui reste relativement hasardeux et pas vraiment clair, mais avec un peu de pratique, on arrive à s'y faire. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!
Avant de retrouver Otto avec Caroline au Japon, je vais vous dire pourquoi il faut regarder l'étoffe des héros. Parce que non, comme son nom l'indique, ce n'est pas du tout, c'est Alex qui m'a soufflé cette bague, une étoffe, donc un habit que porterait un super-héros. Pas du tout, c'est donc sur la conquête spatiale, et rien que ça, c'est chouette. Mais oui, tout à fait. Alors, première raison. Je cherche un petit peu avec vous. Alors, nous avons une musique très célèbre, composée par monsieur Gustav Holst, qui s'appelle Les Planètes. Et c'est une musique qui a été réutilisée dans plein d'autres films, dont je me souviens pas les noms, parce que sinon ce serait trop enrichissant et trop culturel comme émission, donc je vais pas le faire pour vous. Et donc cette scène, c'est sur une scène d'avion magistrale, etc. Bam, les planètes, c'est super héroïque, etc. Cette musique est réutilisée dans de nombreux films. Et vous allez donc comprendre d'où ça vient et pourquoi les gens l'utilisent comme ça. Bah, ça c'est quand même sympa. Deuxième chose, c'est Philippe Kaufman qui a réalisé le film. Et Philippe Kaufman, parce que c'est quand même maîtrisé d'une main de maître ce film, on se demande toujours ce qu'il a fait d'autre. Alors déjà, ça me bouche une, hein, quand même. Ouais, bon, bref. Pourquoi aussi? Parce que c'est super drôle, parce qu'il y a un casting ahurissant, parce que vous allez comprendre d'où vient le fameux plan de Monstres et compagnie où tous les monstres sont alignés et arrivent au ralenti. Et parce que... parce que je crois que je vais m'arrêter là. Parce que ça dure très longtemps. Et parce qu'il y a Jeff Goldblum qui fait des colis Spoutnik. Et vous allez aussi découvrir comment sont nés les astronautes. Ouais, celui-là, je ne l'ai pas super bien vendu, mais vous pouvez me faire confiance. En même temps, tout le monde devrait l'avoir vu. Allez, zou, on regarde Otto parce que j'ai assez parlé. Bonsoir à tous et bienvenue dans Otto. Ce soir je suis au Kristen Café à Shinjuku et c'est un café en fait dans un thème très église, On a vraiment l'impression d'être dedans sauf qu'il n'y a pas de messe. On peut boire, on peut manger, on peut s'amuser entre amis dans une ambiance quand même limite un peu glauque des fois, Ça fait limite vampiresque. Sinon dans cette émission nous aurons droit au top des meilleures ventes de singles du mois d'avril au Japon et ce mois-ci en fait exceptionnellement ce sera un top 6 et non pas un top 5 comme d'habitude parce qu'il y avait un single vraiment trop important dont je voulais absolument vous parler et il est 6ème malheureusement pour lui. Et on commence avec les concerts. On commence les concerts avec Galaxy 7 qui sera au Kremlin Bicêtre à l'Épitanimé le 20 mai et le 23 à Paris au Club. Le 28, c'est au tour de Pinky Doodle Poodle de se produire à Annecy au Brise-Glace. Attention, il s'agit de leur seul et unique concert en France. Le 1er juin, ce sera le grand retour du groupe Versailles dans l'Hexagone. Ne les ratez pas à Nancy à l'autre canal pour leur seule date dans notre pays. Dès le lendemain, on passe au groupe instrumental Mono, bien habitué à tourner par chez nous depuis pas mal de temps. Pour cette nouvelle tournée européenne, ils seront présents à Paris à la Machine du Moulin Rouge le 5 juin. On termine avec Maximum The Hormones et leur venue tant attendue par de nombreux fans. Il semblerait qu'il reste encore quelques places pour leur concert du Bataclan le 18 juin, alors ne perdez pas de temps. À partir de mi-juin, il y aura aussi Shanti, Boris, Ex-Japan, Tokyo Ska Paradise Orchestra, Guitar Wolf, Miyavi, Dirangre et Sakamoto Ryuichi. On commence le top 6 des meilleures ventes de singles du mois d'avril au Japon avec donc le fameux single qui m'a fait transformer le top 5 en top 6. Il s'agit de Mr. Taxi, Run Devil Run de Girls' Generation. Donc je pense qu'on a bien compris maintenant que la Corée était en puissance en ce moment au Japon. Vous allez le voir d'ailleurs tout au long du top. Et donc les Girls' Generation ont fait un truc de fou puisqu'avec leur single Mr. Taxi, Run Devil Run, elles ont réussi en une seule semaine à vendre plus de 100 000 singles, ce qui est en soi énorme. Et je vous rappelle d'ailleurs que les Girls' Generation seront en concert à Paris le 10 juin et très potentiellement aussi le 11. En 5ème place, nous avons un ancien Johnny, il s'agit de Domoto Tsuyoshi qui continue à sortir des releases en solo et ça lui réussit toujours aussi bien avec son single Enio Yuite qui était disponible en 3 éditions. Ensuite en 4ème position, nous avons une grande surprise pour moi parce que c'est un artiste que je ne connaissais pas du tout, il s'agit d'un coréen qui s'appelle Jang Kyun-suk et comme je parle pas du tout coréen, j'ai sûrement dû écorcher son nom, un truc trop violent tous les gens qui parlent coréen vont vouloir me tuer. Et d'ailleurs en Corée son nom s'écrit même pas comme ça, il s'écrit plutôt Jang Geun-suk. Voilà, pour ceux qui ont entendu la différence, bravo, moi je sais pas trop. En tout cas, il doit être super connu en Corée parce qu'il joue dans des dramas
dramas, dans des films, il est aussi chanteur, enfin bref, il fait la totale. Et au Japon, il vient de commencer sa carrière en tant que chanteur avec ce single qui s'appelle Let Me Cry et qui donc arrive quand même premier au Top Oricon lors de sa semaine, et ce n'est pas rien. En troisième position de ce top 6 des meilleures ventes de singles du mois d'avril au Japon, nous avons les papas du rock japonais, les Bees avec leur nouveau single Sayonara Kids. Podium, attention, la Corée est encore mise à l'honneur avec cette fois-ci l'autre girls band hyper tendance au Japon. Il s'agit des Kara avec leur nouveau single Jet Coaster Love. Il s'agit de leur troisième single qui est également disponible en 3 éditions. Et j'aurais bien aimé vous faire écouter un petit extrait, mais ce ne sont pas elles les premières du top. Les premiers sont des Johnnies. Il s'agit des Kanchan 8 avec leur 16e single TWL Yellow Pansy Street. Donc c'est un single double A-side et les deux chansons servent à Crayon Shinchan. Et il y a également 3 éditions différentes proposées pour ce single. Ça y est, c'est la fin de l'émission. Il est temps maintenant de passer aux nouveautés qui entreront en rotation sur nos lives juste après le J-Top samedi soir. Et cette semaine, entre autres, nous aurons les Scandales avec leur clip Pride. Il y aura également Pico avec Sakurane, Galileo Galilei avec Hanamanasu no Hana. Non, Hamanasu no Hana, voilà, je l'ai mal prononcé. Il y aura également Rotten Graffiti avec Impossible is Nothing, Balzac avec The Howling Wolf, le clip du HP pour lequel vous votez chaque semaine sur le forum de No Life. Et enfin, il y aura Yui avec son clip Your Heaven. Donc encore un clip de la somptueuse Yui qui vient débarquer sur l'antenne de No Life. Ce n'est que du bonheur, quoi. Que de très bons clips qui nous viennent principalement de Sony. Merci encore à Sony. Je compte sur vous pour voter pour le J-Top. Cette semaine d'ailleurs ce sera présenté par José. Chaque semaine continuez et incitez les autres à voter aussi au J-Top. C'est important et vous voyez, ça nous ramène de beaux clips. À la semaine prochaine à Tokyo. Bye bye. Avant de se dire au revoir, Alex m'a soufflé une chose très importante à propos de l'échelle de Jacob, et c'est vrai que je pouvais pas dignement vous quitter sans en parler. C'est que nos amis de Silent Hill, nos amis les créateurs de Silent Hill, se sont inspirés ouvertement d'une des scènes de ce film, et donc là je pense que j'ai l'argument ultime pour que vous le visionniez et que ça devienne vous aussi un de vos films préférés. Waouh, je crois que je vais faire une émission sur la critique de cinéma, je suis trop talentueux. À bientôt. Oh, je me jette des fleurs.